Du coup, je vous propose de passer à la présentation d'Antoine. Antoine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous Je je te m'entendez? laisse partager ton écran. On commence avec quelques Euh, minutes de retard, mais pas trop, Pas donc de ça va. souci, pas de souci, on va s'arranger. Hop là, hop, je C'est vais pas bon le pour ton réduire écran. celui-là. Ouais, je recherche. Ça y est, je suis là. Donc, j'ai pas fait de PowerPoint parce que j'avais la flemme. Mais je vais essayer de faire court. Je sais pas si je vais y arriver pour que si jamais il y a des questions, on puisse en profiter pour que ce soit un tout petit peu interactif. Donc, la présentation, c'est sur le toolkit Tomol que j'ai fait, j'ai repris de quelqu'un qui avait fait avant moi et j'ai fait évoluer un petit peu, j'ai ajouté les fonctionnalités dont on avait besoin pour nos besoins en interne à Zafiro. Donc, le Tomol, qu'est-ce que c'est? Donc Tomol, ça veut dire Tom's Obvious Minimal Language, donc là, le langage évident et minimal de Tom. Tom, c'est qui? C'est Tom machin machin. J'ai lu sur Internet que c'était un des fondateurs de GitHub. Bon, voilà, j'en sais pas plus sur lui. Ce site public donc a été créé par par tous ceux qui ont travaillé sur ce langage Tomol, enfin ce format de fichier. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple euh, pour faire des fichiers de config. Il y a toutes les spécifications qui sont décrites, donc c'est disponible en anglais, mais c'est aussi disponible dans plusieurs autres langues. Donc je l'ai mis en français parce que voilà, on fait tout en français. Euh, toutes les à peu près les types de données qu'on peut imaginer sont supportés et décrits, que ce soit des chemins, des timestamps, toutes les valeurs numériques, les tableaux aussi, les clusters, les sous-clusters, des tableaux dans les clusters, etc. Donc, je vais pas tout présenter ici. Donc, il y a la possibilité de mettre des commentaires aussi. Je vais pas tout décrire, tous les types. Ils sont décrits dans ce site. Il y a aussi un projet GitHub sur Tomol qui où ils ont fait en fait l'évolution des specs, etc. Donc maintenant c'est en version 1. Donc je sais pas à dire si c'est très utilisé dans l'industrie ou ailleurs ou n'importe quoi. Nous, à Zafiro, la raison pour laquelle on a commencé à utiliser Tomol, c'est parce que c'est simple et lisible. On utilisait beaucoup le JSON avec le- la librairie faite par Monsieur Powell, que vous connaissez probablement, qui est je la cherche toujours, qui est celle-là, le JSON Text, qui est super, cette librairie, qui est très très riche, qui permet de faire des recherches par chemin, qui est très pratique. Mais le problème qu'on a rencontré avec, c'est que nous, on manipule très souvent nos fichiers de config à la main. Et dans un fichier JSON, c'est très très rapide de faire une connerie et de casser le fichier. Et donc, si après on essaye de charger le fichier et d'extraire les données qu'on veut, on a une erreur qui nous dit que l'erreur est pas toujours très claire, mais en général, quand on a une erreur, on sait que bon, on va copier notre fichier, on le met dans un validator online pour voir qu'est-ce qu'on a cassé à quel endroit. Ça nous dit où il y a la faute, on va en corrige, on repart. Et à force de faire ça un très grand nombre de fois, on s'est dit bon, ça suffit. On va utiliser un autre format de fichier. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers. Donc on a fait un peu de recherche entre le YAML, enfin bon, il y a plein d'autres types de fichiers. Et on s'est arrêté sur celui-là parce que il était vraiment très simple. Donc, je vais en prendre un tout petit là rapidement pour montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, on imagine, voilà, ça c'est une section. Donc si on veut, on peut représenter ça sous le view par un cluster. Donc on a plusieurs strings et puis des valeurs numériques. Hein. Donc j'ai fait un truc hyper simple et c'est beaucoup plus léger que du JSON. Je sais pas si ceux qui ont l'habitude de faire du JSON
on doit ouvrir des crochets, fermer des crochets, mettre des virgules. Il n'y a pas de virgule dans le dernier élément. Enfin bon, et puis, alors, récemment, il y a eu des améliorations sur le toolkit JSON Text, mais il y a encore des choses. Enfin, il y a encore des possibilités. Enfin, disons que c'est très facile de casser son fichier parce qu'on a oublié une virgule, on n'a pas mis le crochet où il fallait, etc., ou les accolades. Donc nous, on s'est tourné vers ce toolkit Toml. Donc on s'est touché vers ce format de fichier, et puis on est tombé sur ce repo GitHub. Donc Erdos Miller, c'est une entreprise texane, et donc il y a ce David Taylor qui avait fait un toolkit, mais qui n'a pas évolué depuis 2015, depuis 5 ans, depuis 2017. Et donc, il était basé en LabVIEW 2015. Et puis, il manquait des fonctionnalités que nous, on voulait. Notamment, il ne supporte pas les chemins. Donc, voilà, un type de données chemin, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à lire. Il y avait d'autres petits défauts, d'autres petites choses qui nous embêtaient. Et notamment aussi, il utilisait, comme c'était du 2015, il n'utilisait pas de VI malléable. Donc j'ai forqué le repo. Hop, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est ça. Donc j'ai forqué ce repo et j'ai ajouté les fonctionnalités qui me manquaient, et après je l'ai publié sur VIPMIO. Donc si jamais il y a des gens qui veulent voir, vous pouvez télécharger. Il y a normalement le lien, ça doit ramener vers mon fork sur GitHub. Donc on voit ici, voilà, que c'est moi qui ai publié, que ça a été forqué à partir de ce repo-là. Et donc il y a une liste d'issues, hein, si jamais il y a des gens qui veulent regarder, participer ou demander des fonctionnalités. Voilà, tout ça est disponible. Donc si on l'installe avec VIPM, donc ça s'installe dans la palette Zafiro, ça vient ici, et ça nous donne une palette. Je vais montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais sur le principe, c'est un peu la même chose que s'il y en a qui connaissent aussi le Antoine, il te reste 1 ou 2 minutes. D'accord, le OpenG Toolkit fichier uni. Donc, je vais passer sur un exemple. L'exemple, il est là. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui est livré avec le toolkit. Donc là, ce que je fais quand on lance l'exemple, j'écris donc ce texte qui est du Toml et je le fais analyser. Donc, ce qu'on voit quand la string Toml ici est modifiée, on a ce VI qui est le parse Toml string. Donc, on prend une string qui contient tout le fichier Toml, on l'analyse, et lui, ce qu'il fait, je ne vais pas aller en dessous pour voir, mais en gros, il se met ça dans un format à lui, et après, on utilise le VI malléable, où on donne le type de données qu'on espère trouver dans le fichier, et s'il arrive à trouver tout ça, il nous le donne. Et parmi les fonctionnalités qu'on a ajoutées, ici, il y a une sortie Missing Elements. Donc si jamais il y a des choses qui ne sont pas trouvées, il va nous le dire. Donc si je lui dis ici, ça n'existe plus, forcément, je n'affiche pas les missing elements, c'est dommage, mais il va afficher. Et il y a une option aussi pour return error if any missing elements. Si on active ça, il faut recharger. Au moment où on dit je veux trouver ça, il va nous dire il y a une erreur et il nous dit voilà la donnée qui a pas été trouvée. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui n'existaient pas dans le toolkit JSON Text. Donc nous, on se les a implémentées et ça nous aide bien parce que s'il y a des données qui manquent, on veut le savoir. Parfois, on veut le savoir. Parfois, on veut pas que ça nous fasse chier. Donc des fois, quand on veut savoir s'il y a un problème, on dit OK, donne-moi une erreur si jamais il manque quelque chose, ou alors si on s'en fout, on dit non, tu me donnes pas d'erreur.
S'il me manque quelque chose, je m'en fous. Je sais que j'aurai la valeur par défaut que j'ai câblé ici quand j'ai donné le type de données que j'espère lire. Donc comme c'est du VIM, c'est tout dynamique. Donc si jamais on modifie les types de clusters qu'on veut lire, voilà, ça fonctionne à ce niveau-là, ça fonctionne vraiment de manière similaire au toolkit JSON. Et c'est quelque chose dont on est assez content. C'est pas parfait. Ça supporte quasiment tous les types de données. On n'a pas ajouté des maps et les sets. Mais à part ça, la plupart des types de données sont supportés. Si jamais vous lui mettez en entrée des types de données non supportés, vous aurez une erreur qui vous dira que le type de données n'est pas supporté. Et donc après, il y a aussi la fonction compose toml string qui, à partir du type de données intermédiaire, vous permet de régénérer la string toml si vous voulez l'enregistrer. Un des gros défauts qui reste, c'est les commentaires qui ne sont pas gérés. Donc à la lecture, il filtre les commentaires, mais si vous enregistrez, il n'y a rien qui permet de conserver et de ressauver les commentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on espère ajouter un jour, mais voilà, pour le moment, c'est pas disponible. Merci Antoine, je te propose de terminer ici. On est un peu en retard, mais on s'accorde 1 ou 2 minutes pour les questions s'il y en a dans le chat. Alors, j'ai pas Olivier, Luc, est-ce que vous avez pu noter quelque chose? Les questions à propos de la différence entre JSON et TOML sur l'imbrication, mais je crois que c'est toi qui allais la poser, déjà. D'accord, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres questions sur ça. Et après, il y a des commentaires sur cette question-là, mais il n'y a pas d'autres questions spécifiques. Alors, il y a des comparaisons. J'ai pas généré de comparaisons, mais donc on trouve des sites avec des comparaisons, et c'est vrai que bon, après, c'est assez facile de le générer, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Il n'y a aucun problème pour avoir des tableaux, des sous-clusters. Enfin, je sais pas si ça répond à la question qui a été posée. L'imbrication est possible, du coup. Oui, tout à fait. Moi qui ai posé la question, est-ce que ça fonctionne de manière récursive sur tout type de données? Oui. 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 Parce que dans l'exemple que tu présentes, on a l'impression que ça a l'air assez linéaire. L'exemple là est flat, en effet, mais ça marche quelle que soit la valeur. Ce qui est fait ici dans l'exemple, si on ajoute des choses, on voit le fichier toml qui se remplit là après. Donc là, voilà, on a un tableau 2D. On n'a pas beaucoup de sous-clusters, mais il n'y a aucun problème pour avoir des sous-clusters, des sous-sous-sous-clusters, etc. D'accord. Et autre question, ça gère donc les valeurs. Est-ce que ça gère d'autres propriétés? Est-ce que ça peut gérer d'autres propriétés sur ces structures de données? Non, il n'y a pas de metadata. Les seules choses en réfléchissant à comment on pourrait ajouter le support pour les commentaires, je me suis dit on pourrait utiliser les metadata comme commentaires, mais sinon dans le toml, dans les specs du toml, il n'y a pas de metadata. C'est juste vraiment des clés et des données. Peut-être une dernière question. Je ferai court ma présentation. Il y a une question de FMI. Je connais pas plus je connais pas ton prénom, on va se tutoyer, qui pose la question: quelle différence avec ce que propose OpenG avec les fichiers INI? Je pense que c'est une question intéressante. Oui, c'est une question. Si on peut conclure là-dessus, c'est top. Alors, on peut pas mettre je sais pas si ça supporte les commentaires, le fichier INI, et les fichiers INI avec la librairie OpenG, était toujours obligé ça n'a pas été refait en VIM, en VIM malléable. Et puis, il y avait une autre chose qui était intéressante. C'était, t'as pas l'option pour dire je veux que tu fails ou que tu fails pas s'il manque des choses. Bon, voilà, on l'a fait un peu différemment. Les fichiers INI, je dirais aussi simple que du toml. Mais bon, voilà, il n'y a pas de très grosse différence. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui est content avec du INI, l'intérêt de changer, il est pas immense. En termes de perf?
Moi, le fichier INI, à partir du moment où c'est un peu long à charger, à lire, c'est une horreur. Je sais pas si vous avez fait des tests, si vous avez des Oui. grosses configs ou pas. Alors, on n'a pas des fichiers immenses, on n'a pas des fichiers immenses. On a, je sais pas, disons de l'ordre de 1000 lignes dans un fichier et voilà, on le lit une fois au début, on le garde en mémoire. C'est bien parce que c'est ce que permet de faire cette représentation intermédiaire. On peut le manipuler si on veut aller le sauver. Donc, je n'ai pas comparé les performances avec d'autres librairies. Et voilà, on a 1000 lignes, on n'a jamais, ça n'a jamais été lent, quoi. Ok, on clôture les questions ici.